Bonjour à tous déjà et merci d'être là pour ce deuxième webinaire de la DRPSI. Je vais déjà repréciser un petit peu pourquoi est-ce que la DRPSI fait ces webinaires. L'idée, c'est pas du tout de se focaliser sur une personnalité, sur une personne, on va dire, mais plutôt de s'intéresser à des parcours de chercheurs et de chercheuses. Vraiment, l'idée, c'est de montrer la diversité qu'il peut y avoir dans ces parcours et tous les chemins qui peuvent mener à la recherche. L'idée, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut bricoler un parcours de recherche quand on est infirmier et infirmière, puisqu'on sait qu'actuellement, les choses ne sont pas toujours organisées en notre faveur pour que ça puisse se faire. Voilà, donc c'est vrai que la dernière fois, on a eu le webinaire avec Jean-Paul Langtin qui nous a permis de voir un aspect de la recherche infirmière, un aspect important qui nous a permis, c'était intéressant de commencer avec Jean-Paul aussi, il nous a permis de revenir un peu sur l'historique de la recherche infirmière, en tout cas en France. Et donc aujourd'hui, on accueille Benjamin Villeneuve, donc notre président de l'association, qui va nous présenter son parcours de recherche doctorale et qui en plus a un parcours de recherche qui se passe à Ottawa, si mes souvenirs sont bons, Benjamin. Oui, 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 t'es dedans, ça va, oui. Jusque-là, ça va, je dis pas trop de bêtises. Non, 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 ça va, oui. Voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Benjamin, en introduction. Non, moi, enfin, oui, bien sûr, je vais d'abord remercier toutes celles, tous ceux qui ont pris un bout de leur temps ce soir. On a bien sûr plein de personnes qui se sont excusées, qui savaient qu'ils ne pourraient pas être là ce soir. Il y a bien sûr le replay qui est accessible sur le site en suivant. Mais grand merci à celles et ceux qui ont pu se dégager un peu et être là et partager le moment. Et puis, ajouter que bien sûr, on n'est pas sur des personnes, on est sur des parcours et on va partager ensemble, oui, autour du mien ce soir et plus précisément autour d'un parcours de recherche académique. Et peut-être en saluant tout le monde, un grand salut à Jeanne, là, 95 ans, qui est avec nous ce soir. Je l'avais dit un peu au départ, là, mais comme il y a d'autres personnes qui sont arrivées, j'en profite pour la saluer au passage. Et je te laisse, Yvonne, débuter la première question, puisqu'on va faire un jeu de questions-réponses. On s'est dit que ce serait plutôt intéressant en termes de dynamique, parce qu'un webinaire, c'est parfois un peu lourd, quoi, donc un peu soporifique. On va essayer de rester avec un peu de peps. Voilà, à toi. Ouais, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va être plutôt passionnant parce que, comme je disais, les échanges qu'on a eus déjà pour préparer le webinaire, on avait du mal à s'arrêter. Donc, voilà. Alors, peut-être un peu en termes d'organisation pure, de façon très pragmatique, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse dérouler un petit peu pour que Benjamin puisse arriver, puisse dérouler son propos, que vous puissiez nous poser des questions via le chat. Moi, je vais garder un œil aussi sur le chat, je vais l'ouvrir. Comme ça, en fonction des questions que vous poserez, je pourrais les transmettre à Benjamin. L'idée, c'est que si je n'ai pas posé les questions pendant les échanges, on a de toute façon prévu de laisser du temps à la fin pour qu'on puisse discuter ensemble, puisque l'idée, c'est vraiment aussi et surtout de pouvoir échanger. Voilà. On s'est donné à peu près 1 heure aussi. On va essayer de respecter le temps parce qu'on sait que notre temps est précieux pour tous. Voilà, donc Benjamin, ma première question, ce serait de savoir si tu peux nous parler un petit peu de toi. Tu te décris comme un demi-vieux issu de la ruralité. C'est un peu curieux comme présentation. J'aimerais bien savoir ce que tu peux nous en dire. Vu c'était des éléments un peu voilà, sous le trait de l'humour dans un dernier post de rappel du webinaire de ce soir, qui était de parler. Alors, je ne veux pas faire offense à ceux qui sont plus vieux que moi, mais quand même, quand on a 46 ans comme moi aujourd'hui, factuellement, objectivement, on peut dire qu'on n'est plus tout jeune non plus.
Et c'était le premier élément à apporter en disant que même à la quarantaine ou après la quarantaine, on peut démarrer un parcours en recherche. Vous voyez, c'est pas un obstacle, en fait, c'est ce que je voulais relever en parlant de demi-vieux. Et je voulais dire aussi que bien souvent, et ça c'est propre à la France, comme il n'y a pas un parcours universitaire de troisième cycle d'études supérieures, donc de doctorat, hein, identifié, ben, c'est pas 20-25 ans à la suite de ces études qu'on se lance à l'intérieur, et c'est souvent après un parcours d'expérience assez riche qu'on a des questionnements et qui peuvent nous mettre en recherche et c'est souvent à la quarantaine ou un peu après, et puis on se dit ben, qu'on est trop vieux. Eh bien non, on n'est pas trop vieux, ça c'est un élément que je voulais amener. Et le second, c'est celui de la ruralité, puisqu'il ne vous aura pas échappé dès que j'ai commencé à parler que j'ai des racines occitanes, des racines aussi de l'issue de la ruralité. Et quand on a travaillé 20 ans dans le milieu psychiatrique, 13 ans comme infirmier, 7 ans comme cadre de santé, dans une association où on est aseptisé au niveau de la culture scientifique, voire même chez certains de mes collègues cadres, on affiche un peu d'ironie ou de mépris envers la recherche, surtout lorsqu'il s'agit de recherche en soins infirmiers. C'est pas forcément un environnement favorable hein, si on veut se lancer en recherche. Et pourtant, vous voyez, c'est possible de dépasser cet écueil-là. Donc voilà pourquoi Yvonne, j'ai amené ces deux éléments, juste pour dire que c'était des obstacles qu'on pouvait dépasser. Alors, même, moi je dirais peut-être même, c'est important de le préciser, hein, qu'à 40 ans on n'est pas trop vieux pour se lancer, heureusement, vu nos parcours. Mais je dirais même que ça peut être un plus aussi de se lancer avec cette expérience. Je ne suis pas sûre que ce soit même un handicap. Il y a bien sûr des choses qui sont plus compliquées, mais en tant que femme, pour plein de raisons familiales, c'est parfois plus simple de se libérer quand on a 40 ans, je pense, autour de la quarantaine, que quand on en a 25 ou 30. Donc, en tout cas, c'est important, je pense, que tu l'aies précisé, que ce ne soit pas un frein pour pouvoir démarrer ce cursus-là. Après, ma seconde question, ce serait de savoir un peu ton parcours professionnel en amont de ce parcours doctoral. Aujourd'hui, tu es formateur au GRIEPS, si je comprends bien. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel depuis le début? Alors, moi, j'aime à me définir en termes d'identité professionnelle comme infirmier psychiatrique. Alors, c'est un statut qui n'existe plus, qui a eu existé, mais qui n'existe plus. Jean-Paul Anquetin, il aime bien rappeler qu'on n'est pas infirmier en psychiatrie ou de psychiatrie. Hein. Donc, moi, je le rejoins sur ça. En tout cas, moi, je me suis pleinement retrouvé dans les fonctions, dans les rôles de l'infirmier psychiatrique, et ce, pendant 13 ans. Et je crois qu'après, mon moteur de changement, ça a été peut-être, je vais être honnête, un sentiment de frustration, parce que j'ai nourri assez tôt une réflexion sur la reconnaissance, ou plutôt sur la non-reconnaissance de nos rôles, de nos fonctions en tant qu'infirmier psychiatrique. Et j'ai eu, je crois, la naïveté de croire qu'en devenant cadre de santé, ben, on avait une caisse de résonance plus forte pour porter cette voix, pour aller valoriser ses rôles et ses fonctions. Ben, je suis tombé de haut, de très haut, assez vite d'ailleurs. La métaphore de l'enclume et du marteau, ben, je l'ai vite réalisée. Je ne pensais pas que le marteau pouvait taper aussi fort. J'ai eu des expériences, des riches expériences en tant que cadre de santé, mais je trouve que cette fonction s'est rapidement diluée dans des tâches administratives et voilà, je m'y suis un peu plus retrouvé. Je me suis heurté aussi à l'immobilisme de certains de mes collègues cadres. J'ai eu envie de dépasser ça. Et avec un collègue à moi qui était cadre, qui s'appelle Jean-Christophe Ricard, d'une année sur l'autre, on essayait de demander d'accéder à un Master 2 universitaire. Sauf que la voie royale tracée, l'unique, c'était l'IFCS, l'école des cadres. Ça a été assez dur à défendre. Et vous voyez, des fois, il faut un peu de chance dans des parcours. Au creux d'une confusion dans le changement de direction des soins de mon établissement, eh ben, le nouveau directeur des soins a validé, voilà, sur un coup de crayon, il a validé ce Master 2. Et après 7 ans comme cadre de santé, ben, la dernière année, avant de quitter cette fonction, j'ai pu réaliser un Master 2 universitaire.
Ok, ben c'est déjà du coup une belle entrée dans la recherche de faire un Master 2. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui. sur ce Master du coup? C'est important, je crois, voilà, puisqu'on est là ici pour identifier des passerelles, vous voyez, on est aussi là pour échanger sur nos tuyaux, quelque part, puisque malheureusement, on en est parfois là pour se lancer dans de tels parcours. C'est un Master 2 à Montpellier. Alors, je tiens à préciser que je n'ai aucun intérêt avec le directeur de ce Master, avec qui j'ai plus de lien direct aujourd'hui, mais je tiens à relever l'intérêt du Master en plusieurs points, parce que c'est le Master par lequel on peut accéder directement en deuxième année, un Master 2 en sciences de l'éducation, via une VAP, validation d'acquis professionnels. Et si j'étais en promo avec des cadres de santé, avec des cadres supérieurs de santé, j'étais aussi en promo avec des infirmières, avec une kiné qui travaillait en psychiatrie d'ailleurs, j'étais avec des éducatrices P qui avaient fait reconnaître leur parcours d'expérience à la hauteur d'une année de Master 1 qui se retrouvaient directement en Master 2 en deuxième année. C'est aussi intéressant ce master parce que c'est un master pro. Ça veut dire que vous pouvez continuer votre activité professionnelle aménagée en fonction et en même temps suivre votre enseignement. Et en fait, c'est un master qui se termine par un mémoire de recherche, c'est-à-dire c'est un master pro de recherche. Moi, perso, ça m'a amené de solides connaissances en management en recherche, mais aussi en pédagogie. Et derrière, ça m'a donné la confiance nécessaire pour peut-être prendre cette décision majeure pour moi de quitter mon établissement, quitter ma fonction de cadre de santé et devenir formateur. Alors j'ai même osé, vous voyez, je crois que quand on est infirmier, on n'ose pas assez, on n'ose pas assez fissurer des plafonds de verre, briser ensuite ces plafonds de verre qu'on nous a souvent vissés au-dessus de la tête. Donc vraiment, je crois que la connaissance et l'enseignement et la valorisation de nos parcours d'expérience et nos diplômes nous permettent de briser ces plafonds de verre. Et moi, j'ai osé aller postuler à un organisme de formation qui était sacré pour moi, le GRIEPS. Et le GRIEPS, j'ai été accueilli par Olivier Michel, le président aujourd'hui, qui m'a aidé de formateur occasionnel. Je suis devenu un formateur salarié permanent du GRIEPS. Et aujourd'hui, avec mon collègue Jean-Michel Bourrel, je suis co-responsable du domaine. Mais il y a ce côté formation, vous voyez, grâce à ce master, mais j'ai pu aussi poursuivre dans la recherche. Et du coup, comment est-ce que s'est développée pour toi cette appétence, on va dire, pour la recherche? C'était quoi les passerelles que tu as pris pour en arriver vraiment à faire pour être chercheur en soins infirmiers? Parce que là, c'est vrai que dans ce que tu décris, là, tout de suite, je n'aurais pas forcément parié sur ton parcours là tout de suite pour se dire que tu allais faire de la recherche, parce que du coup, tu nous expliques que tu as quitté l'hôpital. Tu n'étais pas non plus dans un parcours universitaire non plus. Donc, quelles ont été les passerelles après pour devenir chercheur en soins infirmiers? Alors, des passerelles réelles, c'est dur de parler en tant que tel de passerelles, mais en tout cas, je peux vous dire que l'importance des rencontres est fondamentale. Au départ, pour moi, au GRIEPS, Jean-Marie Réveillot, qui était le responsable alors, mais qui a pris connaissance de mon travail de Master 2. Bien souvent, vous savez, ces travaux de Master 2, mais aussi aujourd'hui des travaux d'infirmiers de pratique avancée, certains sont de grande qualité, on les laisse un peu rapidement s'empoussiérer. Alors, il y aurait peut-être une critique à formuler intéressante autour du niveau de validité scientifique des travaux IPA aujourd'hui, mais malgré tout, ça reste, je trouve, des travaux régulièrement d'intérêt. Et dans ces travaux de master dans différentes disciplines, réalisés par des infirmières, des infirmiers, bien souvent, ça tombe sous la poussière. Et ça, c'est un mal parce qu'il faut arriver à faire valoriser ces débuts de construction de connaissances. Pour moi, ça a été une publication dans la revue Santé mentale par l'intermédiaire de Jean-Marie Veillot, d'Isabelle Olivier, la directrice de Santé mentale. J'aurais jamais osé. Et le fait de faire ce premier pas, c'est une publication qui vous amène ensuite à des communications. Une petite ville de Dole, dans le nord-est de la France, j'ai traversé la France sous la neige, pour le coup, je me rappelle. Et derrière, c'est la rencontre avec Jean-Paul Lantin, Chantal Aymar, Dominique
Dominique Friard plus tard, et puis les rencontres de la recherche en soins psychiatrie, un poster hein, sans prétention au départ, mais qui vous amène à voir que vos travaux, eh ils amènent de l'intérêt chez vos collègues. Et ça nourrit chez vous des réflexions qui s'enrichissent. Et vous savez, tous ces congrès, toutes ces conférences, il faut pousser les portes, il faut aller chercher la connaissance, il faut aller aussi des fois provoquer ces rencontres. Moi, il y en a une qui a été déterminante hein, dans mon parcours. C'est, je crois, les 5e rencontres de la recherche en soins psy à Lyon. Aude Fauvel est une historienne. Elle vient à l'invitation de Jean-Paul Lintin, elle vient sur les rencontres. Et Aude Fauvel, sa communication, c'est sur l'histoire infirmière psy. C'est une spécialiste mondiale de l'histoire de la médecine et elle vient faire un mea culpa dans lequel elle nous raconte ce jour-là comment elle s'est intéressée aux femmes médecins, comment elle s'est intéressée aux patients, comment elle s'est intéressée aux familles de patients dans cette histoire de la médecine et combien elle a toujours oublié de parler des infirmières et des infirmiers. Et elle termine sa communication en laissant son adresse mail et elle invite chacune et chacun de l'assistance à la contacter si jamais on a cet objet d'intérêt en commun avec elle. Et bien là, vous voyez, le jour où je lui écris un mail où j'appuie sur Enter sur mon clavier, ben c'est déterminant. Et comme je dis qu'il faut oser, c'est peut-être, vous voyez, j'insiste, hein, mais on est là aussi pour transmettre. On parlait de passerelle, c'est pas vraiment une passerelle, c'est un élan qu'il faut peut-être avoir un moment. Et Aude Faubel, c'est elle qui est devenue une de mes directrices de thèse et qui m'a fait rencontrer ma directrice de thèse principale, qui s'appelle Marie-Claude Tifo, qui elle est une infirmière psy, devenue historienne et qui est professeure à l'Université d'Ottawa, en Ontario, au Canada, et qui m'a accueilli avec Alexandre Klein, historien, au sein de l'unité de recherche qui s'appelle l'unité d'histoire en recherche sur l'histoire du nursing. Donc, vous voyez un peu, voilà, pour répondre à toi, Yvonne, voilà comment ça s'est dessiné plus formellement, et voilà quelques passerelles. Je vois que Céline a partagé dans la conversation des liens qui peuvent vous envoyer un petit peu, qui vont vous renvoyer vers ce dont Benjamin est en train de parler. Donc, n'hésitez pas à les copier et à les garder précieusement. Du coup, dans ce parcours pour devenir chercheur en soins infirmiers, quels ont été les obstacles que tu peux identifier aujourd'hui et du coup, comment est-ce que tu as pu lever ces obstacles, comment est-ce que tu as pu les dépasser? Ben déjà, je vous ai dit, hein, argumenter une formation universitaire dans un hôpital de province, c'est pas facile. J'ai peut-être joué de chance à certains moments. Quitter cet hôpital, c'est dans la ruralité, c'est pas évident parce que celui qui vous fait vivre dans une zone rurale, c'est soit un hôpital et le quitter, c'est mettre en péril la sécurité de votre foyer. Donc ça, c'est pas simple. Il y a également, et c'est de façon plus méta, une absence de filière académique en soins en sciences infirmières en France. Et cette absence de filière académique, mais ça, moi, je ne l'avais pas identifié quand j'ai voulu me lancer. On est, je crois, en 2020, quand j'ai voulu me lancer dans ce parcours de thèse. Mais vu que je nourris un intérêt pour l'histoire infirmière psychiatrique, mais je ne la voyais pas la faire ailleurs que dans mon champ disciplinaire en sciences infirmières. Et je n'avais pas encore identifié combien ces parcours n'étaient pas encore capables d'être portés par les filières à leur en place. Ça, je suis vraiment tombé très haut. Ce qui m'a amené à pousser les portes de l'Université de Lausanne en Suisse, puisque Aude Fauvel était professeur sur cette université. Et là encore, un obstacle majeur, c'est que mon diplôme d'état d'infirmier, en T 2009, c'est-à-dire avant la réforme universitaire de 2009, eh bien ce diplôme n'est pas un diplôme universitaire et n'octroie pas, vous savez, les fameux crédits universitaires qui, par le service administratif de Lausanne, étaient exigés, c'est-à-dire que je n'ai pas pu avoir le quota et mon dossier d'admission a tout simplement été balayé sur cette base. Ben là, on a rapidement envie de tout laisser tomber, sauf qu'il ne faut pas, il faut rester tenace. Et Aude Faubel m'a orienté vers Marie-Claude Tifo, de l'autre côté de l'Atlantique, et j'ai pu être accueilli côté Canada. Et je crois que
j'ai pas des leviers forcément à donner, mais peut-être l'engagement, la ténacité, la chance, mais une chance qu'il faut parfois provoquer pour avoir un réseau, des rencontres, et puis aussi avoir un objet de recherche pour lequel on est engagé. Moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut avoir parfois des thèses qu'on dit opportunistes. Moi, je ne sais pas comment font ces chercheuses, ces chercheurs avec des objets de recherche un peu opportunistes. Je crois qu'il faut croire en ce qu'on va rechercher et chercher pour arriver à tenir, être tenace et aller à ses fins et aux fins de son parcours. Vous voyez, un parcours qui était quand même semé d'embûches. Donc là, tu nous expliques un peu comment tu es arrivé dans ce parcours doctoral, ton arrivée, les différentes étapes pour y arriver. Et moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est le parcours doctoral en lui-même. Du coup, comment ça se déroule, comment ça se passe, ce parcours-là. Ouais, c'est intéressant, c'est ce qu'on discutait ensemble, on hésitait un peu à lui donner ces détails, mais on se disait que c'était bien aussi de démystifier, même si ce que je vais dire va amener la réelle charge de travail que ça exige, mais que c'était bien aussi de démystifier cette espèce de grade, de doctorat, de comprendre que c'est aussi accessible et qu'il y a quelque chose de très pratico-pratique à l'intérieur. Alors il y a d'abord bien sûr l'étape d'admission, alors je peux parler de celle que je connais en Ontario, sur l'Université d'Ottawa, dans l'école des sciences infirmières, hein, qui est rattachée à la faculté des sciences de la santé. Déjà, il faut quand même des notes de master qui vous permettent d'obtenir des bourses, parce qu'une année universitaire, c'est entre 50 ou 60 000 dollars canadiens. Donc, on ne peut pas se le financer, à moins d'en avoir les moyens. En tout cas, ce n'était pas mon cas, sans bourse. Donc, il faut quand même des notes au-dessus de 16, si je ne dis pas de bêtises, sur ces études de master. Il faut également, bien sûr, un parcours d'expérience. Et en Ontario, c'est reconnu. Et il faut aussi un objet de recherche bien défini et une directrice de thèse prête à le porter et à aussi porter votre candidature au sein de l'université. Là aussi, vous voyez, on donne un petit lien. C'est un doctorat qui est aujourd'hui à distance parce qu'ils l'ont expérimenté avec le Covid. Là, j'ai joué de chance, alors pas pour le Covid, bien sûr, hein, mais j'ai joué de chance de bénéficier de ce nouveau programme à distance puisque j'ai pu suivre mes cours depuis la France, tout en baignant dans cette culture académique ontarienne, mais j'ai pu également poursuivre mon travail de formateur au GRIEPS, un travail aussi de R&D, c'est l'année où on a développé SémioIG, hein, l'application de sémiologie. J'ai pu également participer avec Dominique Friard, Jean-Paul Lintin et Michel Comoré à l'écriture d'un ouvrage commun. C'est-à-dire qu'on peut continuer des projets personnels, des projets professionnel et son circuit académique grâce à ce doctorat à distance, à condition bien sûr de remplir les critères d'admission. Et puis on rentre dans une première année qui est absolument extraordinaire à tous les points de vue. Elle est extraordinaire en charge de travail parce qu'il y a beaucoup de lectures, que ce soit des articles scientifiques ou des ouvrages, mais il y a aussi des cours qui sont passionnants, dans lesquels on découvre, enfin ça a été mon cas, hein, vraiment en profondeur, la théorie, la philosophie des sciences infirmières. Quand vous avez un professeur comme Dave Holmes sur le sujet, ça vous remue les méninges. Quand vous faites des cours de méthodo qualitative avec Amélie Perron, vous allez creuser ce qu'est la phénoménologie descriptive, interprétative, critique. Ça vous permet d'aller discriminer ces méthodes de recherche et vous enrichissez votre boîte à outils. Et puis, moi, je n'ai pas échappé à des cours de méthodologie quantitative. Alors, j'étais effrayé parce que mon enfant qui est en troisième, j'avais du mal à suivre ses cours de maths, vous voyez, donc je me disais, c'est là que tout s'arrête. Et puis, quand vous avez des professeurs comme Bernard Pinet en Ontario, ça devient presque amusant et passionnant de faire des méthodologies quantitatives appliquées aux sciences infirmières. La chance que j'ai eue aussi, c'est de bénéficier de cours optionnels. Alors, il faut être un peu maso, hein. Moi, j'ai été un peu maso. J'ai passé l'été à faire un séminaire d'histoire de la médecine, par ma directrice de thèse, Marie-Claude Tifo. Et là, vous apprenez encore et encore plus. Après,
faut savoir que plus on apprend, plus on découvre à quel point on est ignorant et à quel point on ne sait rien. C'est un peu désespérant, mais c'est un peu cette réalité de première année. Une seconde année, elle est plus consacrée à ce qu'on appelle l'écriture du protocole de recherche, qui est importante, hein, qui va être ensuite validée par votre comité de thèse. Et quand ce protocole de recherche, qui comprend votre recension des écrits pertinents, une historiographie dans mon cas, qui comprend également une section dédiée à votre cadre de référence, théorique ou conceptuel, une section qui est dédiée à votre méthodologie de recherche, et bien quand vous avez votre protocole validé, vous passez devant un comité éthique de recherche qui va vous délivrer un certificat éthique de recherche. C'est l'étape où j'en suis aujourd'hui. Mon écrit est passé sous le crible d'un examinateur qui, après modification et obtention de ce fameux certificat, je pourrais dérouler sur le terrain d'enquête, récolter des données, analyser ces données et me lancer en écriture. Savoir qu'une thèse, elle peut aboutir soit à un travail d'une thèse en monographie, c'est la version classique, très répandue en France, ou alors ce qu'on appelle une thèse en manuscrit, une thèse par article, bien reconnue et valorisée outre-Atlantique avec l'écriture en fait d'articles. Vous faites une introduction, le corps de votre thèse, c'est minimum 3 articles en publication ou publiés, une synthèse, une conclusion, et votre thèse peut également se présenter comme ça. Ben, pour ma part, je ne pensais pas au départ, je pense que je vais aller vers cette version de thèse par article parce que je crois qu'aujourd'hui, en France, les infirmières, infirmiers n'ont pas cette culture de lecture de thèse en monographie. Par contre, et c'est dopé, je crois, par les travaux des IPA aujourd'hui, il y a de plus en plus de lecture d'articles ou c'est parfois l'initiative, comme l'a fait Benoît Chalençon au sein du Binatier, on a une appétence plus forte pour les articles et je pense que je vais peut-être me diriger vers cette formule. En tout cas, si on n'est pas mort après tout ça, ben, on peut accéder au diplôme de docteur en philosophie des sciences infirmières. Moi, j'en suis encore très loin. Mon parcours est inachevé. Mais voilà, la finalité, Yvonne, ouais, d'un parcours en doctorat. Voilà. Merci pour cette description détaillée. Enfin, même moi, c'est ce qu'on se disait, j'apprends plein de choses parce que ce n'est pas forcément des éléments ou des détails qu'on connaît, dont on nous parle, parce que ces parcours de doctorat, c'est très souvent, on les retrouve beaucoup en sciences humaines. Et nous, les docteurs qu'on côtoie au quotidien, ils n'ont pas forcément ce parcours-là. Voilà, c'est un petit peu différent. Alors justement, est-ce qu'en France, est-ce que tu trouves qu'en France, on est loin de cette culture scientifique que tu trouves au Canada, de cette culture scientifique concernant les sciences infirmières? Ben, je crois qu'à cette réponse, on peut répondre sans détour. Enfin, pour moi, hein, c'est, encore une fois, là, ce que je vais dire n'engage que moi, mais un exemple simple, hein, mais je crois qu'au Canada, on n'aurait pas un webinaire où il y aurait un parcours de chercheurs, il n'y aurait pas ce cycle qu'on a mis au sein de la DERPSI, qui est pertinent, hein, attention, pour ce qu'on essaye d'engager, mais on aurait plutôt vous voyez, des webinaires sur des recherches où on serait en train de critiquer peut-être l'utilité de ma recherche, on serait en train de critiquer la méthodologie que j'ai choisi d'utiliser, on serait peut-être en train de critiquer les résultats de ma recherche et l'analyse que j'en ai effectuée. On est quand même aujourd'hui obligé de passer par cette étape pour amener nos collègues à des parcours parce que ça, hein, au départ, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'implantation solide et ancrée dans notre discipline en France. Elle est outre-Atlantique où il y a vraiment des productions de connaissances. Il y a des véritables réflexions épistémologiques hein, au sein de la discipline. Il y a un socle théorique philosophique, et ça se traduit par le nombre de revues à comité de relecture qui sont toutes révisées par des pairs qui permettent la publication, mais qui permettent ce débat critique et la construction de connaissances. En France, l'universitarisation, c'est 2009. Le Conseil national des universités, c'est 2019. Donc, vous voyez un petit peu le chemin, le delta hein, que j'essaye de dessiner. Et peut-être pour être plus factuel, il y a un article de l'ARCI qui est apparu récemment. Je crois que je l'ai mis, Céline,
pour le partager dans les REF. 132 thèses soutenues en France par des infirmières entre 1976 et 2019. Ça veut dire des thèses pas uniquement en sciences infirmières, hein. C'est toutes disciplines confondues, sciences de l'éduc, sciences sociales, histoire et autres. Cette année, en comparaison, il y a dans la promotion d'études de doctorat, rien qu'en Ontario, à Ottawa, 20 étudiantes et étudiants dans les promos anglaises et françaises. Donc ça veut dire potentiellement, alors peut-être tous n'iront pas au bout, mais une vingtaine de PhD en sciences infirmières qui vont sortir dans 3 à 5 ans. Et ça, c'est tous les ans. Donc vous voyez un petit peu l'écart. Si on va sur l'Université de Montréal, elle est établie depuis 1962. Si vous allez un peu plus loin, vous redescendez aux États-Unis, au Minnesota, c'est 1919. Donc voilà un petit peu, si on parle d'écart, des données factuelles pour l'imager, Yvonne. Merci. Je crois que tu viens de nous partager ton document. Ah bon? Non, c'est bon, c'est parti. Ah bon, ouais. Voilà, merci. Moi, c'est vrai que par hasard, j'ai croisé tout à l'heure un collègue, parce qu'actuellement sur Saint-Étienne, il y a le congrès de santé publique. Donc, tout à l'heure, j'ai croisé un collègue qui va probablement se lancer dans un doctorat aussi, dans un parcours doctoral. Et c'est vrai qu'il imagine, en tout cas, il va s'organiser pour essayer de le faire en France, à Saint-Étienne. Donc je pense que c'est des choses qui sont aussi de plus en plus possibles, qui arrivent. Après, c'est vrai que moi, alors là, je sors un petit peu de ce qu'on s'était dit, mais il y a aussi, est-ce que tu vois une différence entre le parcours doctoral en sciences infirmières quand on travaille en psychiatrie et quand on est en soins généraux, par exemple à Ottawa? Est-ce qu'il y a que des personnes qui sont des infirmiers psychiatriques ou qui travaillent en santé mentale, ou est-ce qu'il y a toutes sortes de spécialités dans le parcours que tu fais? Alors, c'est dans les cohortes, hein, des étudiants, c'est vraiment hétéroclite, hein, au niveau des disciplines de rattachement, des branches. Vraiment, il y avait soins généraux comme psychiatrie, je veux dire, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Et on voit bien comment on peut se retrouver au niveau de la recherche, hein, quand on parle d'épistémologie, quand on parle de philosophie, quand on va parler plus précisément de méthodologie. On a pu partager, on a pu critiquer nos avancées, hein, puisqu'en fait, ce qu'on appelle les cours de séminaire de recherche réunissent les cohortes d'étudiants avec un professeur. Alors, vous avez des cours, mais vous avez aussi, on partage les avancées, les travaux qu'on fait sur nos protocoles de recherche. Et moi, je me suis retrouvé à critiquer une collègue qui faisait une recherche sur le caring dans les services de périculture. Vous voyez, donc c'est quand même aux antipodes de mon champ d'expérience et de connaissances. Et pourtant, on est surpris de voir qu'on partage ce socle commun et comment on peut arriver à se retrouver et à se critiquer sur nos travaux respectifs. Par contre, tu soulèves peut-être, alors on va peut-être sortir complètement de la trame comme c'était donné, mais tu soulèves un autre point, c'est quand on parle d'épistémologie, qu'on parle de sciences infirmières, mais quand on va plus précisément sur tout ce qui se rattache aux soins infirmiers et qu'on parle de soins infirmiers psychiatriques, il y a vraiment une réflexion à nourrir parce qu'il y a quand même des soins infirmiers psychiatriques qu'on ne retrouvera pas dans l'un comme dans l'autre. Vous voyez, c'est vice-versa. Et ça soulève quand même des questions d'un point de vue épistémologique. Et Dominique Friard, il revient très bien dans son ouvrage d'ailleurs d'épistémologie du soin infirmier. Je crois que peut-être qu'il faut qu'on fasse attention, Yvonne, à ne pas dévier trop, mais Oui, je pense que c'est une question important. pertinente. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui me semble important
à préciser. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut rattraper le retard qu'on a en France sur ces questions-là, sur le parcours doctoral, sur la recherche globalement en soins infirmiers? On avait préparé la question ici, mais on avait aussi préparé qu'il n'y avait pas forcément de réponse directe. En tout cas, moi, j'en ai pas de façon directe et factuelle, mais moi, je dirais qu'il faut retrouver une autonomie. Il faut valoriser nos fonctions, nos rôles, retrouver une pleine conscience de nos compétences. Il faut vraiment arriver à faire briller le statut. Il faut ensuite arriver à s'émanciper des facultés de médecine et plus largement de la fascination qu'on peut avoir des médecins et à arriver vraiment à aller dans ce rôle de collaboration et sortir des fois d'une certaine inféodation. Le mot inféodation est peut-être un peu fort, mais comme on entend le dernier ministre de la Santé parler d'auxiliaires en parlant des infirmiers, il y a des éléments de langage qui trahissent, je trouve, encore ce rôle qu'on nous attribue encore en tant qu'infirmière et infirmier. Donc je pense qu'il faut s'émanciper et puis continuer de former nos docteurs, nos infirmiers docteurs, et constituer aussi un noyau de docteurs en sciences infirmières, quitte à s'expatrier au départ. Ça, c'est peut-être moi qui le dis de mon côté, mais je pense que c'est important. Et puis surtout, écouter et continuer de nous lier avec nos collègues de l'international et particulièrement nos collègues francophones qui ont beaucoup d'expérience, accumulé énormément de connaissances aussi et partager avec eux, apprendre d'eux pour construire demain chez nous. Voilà. Je crois, et puis en tant que président de la DRPSI, je crois qu'il faut continuer de s'engager, de se rassembler. On a démarré la DRPSI, on était une dizaine, on est plus de 90 aujourd'hui, adhérentes et adhérents. On a plusieurs établissements qui nous ont suivis aussi au sein de l'ASSO. C'est peut-être un des leviers pour récupérer et rattraper un peu de notre retard. Et puis, il faut produire nos connaissances. Et pour ma part, hein, c'est ce que je défends, des savoirs historique. Et justement, cet aspect savoir historique, qu'est-ce qui t'a amené à ça? D'où t'es venu cet intérêt pour les savoirs historiques? Alors ça s'est construit au départ dans les formations que j'animais. Je mettais toujours un contexte historique, et puis je me suis rapidement aperçu qu'il y avait très peu de littérature sur l'histoire infirmière, notamment l'histoire infirmière psychiatrique. Alors, je me suis intéressé à plusieurs auteurs. J'ai découvert un auteur qui s'appelle Michel Nadeau, c'est un chercheur suisse. Alors lui, il dit « Pas de nouveaux rôles, pas de nouvelles connaissances, de soins infirmiers modernes sans référence aux connaissances précédentes. » Moi, je trouve que c'est extrêmement pertinent de ce besoin de savoir de référence et qu'il faut appel à notre histoire. Il y a aussi cette histoire usurpée, ça c'est une pionnière, une infirmière historienne qui s'appelle Marie-Françoise Collière, qui parlait de cette histoire volée, de cette histoire usurpée, parce que l'histoire de la médecine a longtemps été écrite par des médecins, elle a longtemps été écrite par des hommes, et de facto, elle a éclipsé les infirmières, elle a éclipsé des femmes. Donc il y a, vous voyez, cette idée d'aller réécrire cette histoire pour construire cette identité professionnelle. Il y a une aide à à avoir cette conscience collective qui peut se développer via les savoirs historiques pour alimenter une mémoire collective d'une profession, comprendre d'où l'on vient, pour comprendre où l'on va. Anne-Marie Laïrelou, qui a une infirmière ISP qui s'est penchée sur l'histoire infirmière psychiatrique, elle aussi, c'est une des rares, c'est elle que je cite sur cette phrase. Voilà, donc derrière, pour moi, il y a un intérêt avec les savoirs historiques pour aller éclairer une histoire qui a été invisibilisée et qui est invisible encore aujourd'hui à bien des égards. Quand vous réalisez ce qu'on appelle une historiographie, c'est un peu la recension des écrits pertinents, mais mon historiographie démontre clairement combien cette histoire a été invisibilisée ou est absente des grandes sections historiographiques. C'est vrai que je pense que tu soulèves vraiment un point qui est important, et je trouve que c'est très significatif que on commence aussi avec Jean-Paul, il y a l'histoire vécue, avec toi il y a aussi ce retour sur l'histoire, et je trouve que c'est vraiment important de rappeler
qu'on peut difficilement avancer sans faire un retour sur notre histoire, comprendre ce qui s'est passé, au risque de retomber dans les mêmes écueils. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus de ton objet de recherche, de la méthodologie que tu vas utiliser? Je vais être peut-être plus succinct dessus pour qu'on ait du temps d'échange, hein, mais c'est ce que je peux vous dire sur mon objet de recherche, il vise à documenter l'histoire infirmière, plus précisément l'histoire infirmière psychiatrique et plus précisément l'histoire des infirmiers de secteur psychiatrique, des ISP, parce que dans mes hypothèses, il y a vraiment la présence d'un empowerment infirmier au creux de ces années. Je sais bien qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi du disempowerment, mais il y a un empowerment infirmier. Je pense que le nombre de publications, tout ce que nous ont légué les auteurs et les auteurs de cette génération m'a attiré vers cette période. Je pense qu'il y a un intérêt d'aller la rechercher. Pour faire, je vais utiliser une méthodologie qui s'appelle l'histoire par le bas. C'est un auteur qui s'appelle Roy Porter, anglais, qui, dans les années 80, invitait les historiennes, les historiens à aller produire des recherches en dehors des sentiers battus, des grands événements, des grands pionniers, des grands médecins pour l'histoire de la médecine, et pour aller chercher des actrices et acteurs oubliés de l'histoire. C'est pour ça que ça s'appelle une histoire par le bas. Et dans mon cas, des acteurs et actrices, ce sont des infirmières et des infirmiers, des ISP plus précisément. Et je vais aller reconstruire cette histoire dans un hôpital d'Auvergne ordinaire, sans faire offense à cet hôpital. C'est juste dire qu'il est vierge de recherche sur cet objet-là et qui va me permettre de documenter le quotidien de ces hommes, de ces femmes, qui ils étaient, pourquoi ils avaient choisi, ou est-ce qu'ils avaient choisi de devenir ISP, quel était leur rapport aux soins infirmiers, à l'équipe, à l'institution, aux médecins, qu'est-ce qu'ils ont réalisé, est-ce qu'ils ont réalisé des projets exceptionnels. Je peux vous dire que les quelques entretiens de départ qui servent en fait à calibrer un petit peu votre méthodologie, votre méthode de recherche sont déjà pleins d'enseignements, et je crois qu'il y aura vraiment un intérêt à les documenter et écrire cette recherche-là. Voilà un peu, Yoann, je vais pas aller plus parce qu'on aura l'occasion d'en redébattre sur d'autres communications. Ouais. Qu'est-ce que tu espères du coup de l'utilité de tes résultats? Comment est-ce que tu imagines que tu vas pouvoir réinjecter ça dans la pratique ou dans les réflexions? L'utilité de cette recherche-là, c'est, comme je l'exprimais, c'est écrire un bout de notre histoire, un bout, hein, simplement. Une thèse, c'est vraiment, là, pour moi, c'est une micro-histoire. Donc, c'est aller écrire un bout de cette histoire. Si vraiment j'arrive à documenter cet empowerment, mais je peux espérer que ça puisse inspirer des générations à venir, voir ce qui a pu être produit, ce qui a pu être fait, l'autonomie qui a pu s'exprimer. J'ai eu la chance d'interviewer Jeanne Sanchez, que je présentais en tout début de ce webinaire. Mais Jeanne, quand je l'interviewe, elle me raconte comment à l'hôpital de Thuir, elle a participé à la mise en place du secteur, et toute l'autonomie, la liberté qui a été la sienne, toute la confiance et ce qu'on traduit de valorisation de ses rôles, de son rôle dans cette période-là. Mais vous voyez, ça c'est quelque chose que je souhaiterais pour inspirer les générations d'aujourd'hui et de demain. Et puis plus largement, ça c'est plus personnel, mais j'aimerais bien arriver à initier une véritable fédération, je ne sais pas comment dire, agglomération de départ pour être plusieurs chercheuses et chercheurs à partager cet intérêt pour l'histoire infirmière, que je préfère appeler une histoire du nursing à la française, pour fédérer un groupe, et puis pourquoi pas, à l'instar de ce qu'on réalise en Ontario au creux de l'unité de recherche en histoire du nursing, créer une antenne sur la métropole, et puis contribuer et partager, écrire cette histoire, parce que là aussi, on parlait, tu as mis le sujet sur soins généraux et psychiatrie. Là aussi, écrire l'histoire infirmière, c'est s'intéresser à ces deux histoires et arriver à les réconcilier pour arriver à créer cette histoire commune. Voilà, donc moi j'en termine sur ma présentation, puisqu'on est au bout des questions qu'on avait amenées, les réponses. Je remercie encore les personnes qui sont mobilisées ce soir, et je vous remercie pour votre attention. Je te remercie à toi, Yvonne, pour ce jeu de petites questions-réponses. Ça a été un plaisir. Merci pour tout ce que tu as pu nous confier de ton parcours ce soir. C'est vraiment riche.
Je vois qu'il y a Lydienne dans le chat qui parle des trésors d'histoire qui regorgent à Villébrard. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Lydienne? Ah bon, ben du coup, bonsoir. Sous le spot, bam, Lydienne. Oh là, non mais bon, enfin, non, je ne m'attendais pas, c'est juste une information que je donnais comme ça pour Benjamin. En fait, le CEREP, lui, à Villébrard, regorge vraiment de toute l'histoire de la psychiatrie. Et on peut visiter, alors actuellement, je ne sais pas si on prend un rendez-vous, mais on peut vraiment aller visiter et on va vraiment voir toute l'histoire des infirmiers en psychiatrie avec ce qui se passait avant dans la prise en charge des patients qui eux-mêmes travaillaient avec, enfin, à l'aide comment dire ça, des petites plantations, maraîchers, enfin, il y a vraiment tout un ensemble voilà, de trésors à Villébrard, en tout cas à découvrir au niveau de la CEREP. Après, c'est pas forcément en lien, mais à la clinique de la Borde également, on a vraiment. Alors là, bon, peut-être ça rentre peut-être pas dans le sujet, mais dans tout ce qui concerne, parce que Benjamin parlait tout à l'heure de la monographie, dans tout ce qui concerne la psychothérapie institutionnelle. Et voilà, à la clinique de la Borde aussi, voilà, ça regorge vraiment. D'une grande histoire voilà, de la psychiatrie. Peut-être que ça pourrait aider dans cette recherche. Et à l'Institut de formation de soins infirmiers à Villévrard, il y a un cadre formateur qui a travaillé en M1 sur son mémoire là, de M1 et M2, justement sur l'histoire en fait de la psychiatrie et l'histoire dans le nursing de la psychiatrie, Madame Pasquelin, et qui va d'ailleurs elle aussi là s'inscrire dans un parcours doctoral. Bien évidemment, avec toutes les embûches de nos institutions, je m'arrête là. Merci en tout cas pour cette valorisation. Je pense que c'est important aussi qu'on puisse partager ce type de trucs, de lieux où on peut aller trouver de l'information. Alors, ce que je vous propose, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vous propose, on a un peu de temps là pour échanger. Je pense que voilà, on peut se dire que si on dépasse un peu de quelques minutes, il n'y a pas de souci. Ceux qui devront nous quitter pourront nous laisser, on ne leur en voudra pas. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réflexions, des choses que vous souhaitez partager suite à cet échange? Vincent? Oui, je veux bien. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup, hein, Benjamin. Là, c'est très riche ce type de partage. Moi, j'ai une expérience un peu différente, donc c'est peut-être plus un partage rapide de ce que je vis aussi. Moi, je suis parti carrément à Montréal pour le doctorat en sciences infirmières. Moi, j'ai fait ce choix-là. Juste pour dire par rapport à Benjamin là, qui a exprimé les frais à Ottawa, à savoir qu'au Québec, il y a quand même des accords avec la France et donc les frais universitaires sont vraiment moins élevés. Hein, ça s'élève à 7 000 $ l'année. Après, il n'y a pas la possibilité de le faire en distanciel à l'Université de Montréal. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est Benjamin, il disait qu'il y avait l'effet des rencontres qui amène à un cheminement. Il y a aussi l'effet des lectures. Je pense à moi aussi, je me suis saisi beaucoup de choses sur mon sujet d'intérêt. Moi, c'est tout ce qui va être les contraintes en santé mentale. Et au fur et à mesure des lectures, mais moi, je me suis permis de contacter des auteurs aussi sans les avoir forcément rencontrés. Ça aussi, ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous aider si vous voulez partir dans un parcours universitaire et vous saisir un peu de ce qui se passe en francophonie en dehors de la France. Voilà, attendez, j'ai pris quelques notes, je vais essayer de faire vite. Hein. Vas-y, c'est important ce que tu amènes là. Hein. C'est des super compléments, c'est complètement dans l'objectif. Hein. À savoir aussi que pour les dossiers universitaires, moi, j'avais pas 16 de moyenne à mes masters, mais que j'avais quand même des bonnes moyennes. On a tous abandonné à ce moment-là, je crois. Moi, j'avais entre 14 et 15, hein, et ça a tout à fait passé pour mon dossier à Montréal.
il y a d'autres choses qui sont prises en compte aussi, hein, c'est-à-dire l'expérience, la direction qui est déjà mise en place, à savoir aussi que ce qui est très compliqué, alors je ne sais pas comment ça se passe à Ottawa, en Ontario, mais au Québec, c'est très difficile d'avoir des tableaux de conversion des notes entre la France Oui. et le Québec. Donc, en fait, ce qui est un peu bien aussi de faire, c'est de trouver un peu ces tableaux de conversion qui vont être avantageux pour soi. Donc, on peut valoriser aussi des choses par rapport à ça. Voilà, il y a des petites techniques comme ça. Et puis, je voulais aussi refaire un point sur la différence avec la France du parcours doctoral. Je ne sais pas si tout le monde a bien saisi ça, mais c'est que ici, je pense que Benjamin, c'est pareil en Ontario, mais en fait, on arrive, on est étudiant au doctorat, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas considéré comme doctorant, encore pas comme en France, où en fait, dès qu'on commence un parcours doctoral, on est considéré comme doctorant, et donc on peut euh, assez rapidement de commencer notre recherche. Nous, là, en Nord-Amérique, là, ça va être plus vraiment toute une phase de cours, hein, très intense, de première année, comme le disait Benjamin, mais vraiment passionnante. Et puis après, il y a un gros examen pour voir si on a la capacité de synthèse doctorale pour pouvoir passer après, faire notre recherche et être candidat au doctorat et donc être doctorant. Donc, c'est des parcours un peu plus longs qu'en France aussi, hein. Ça se justifie comme ça. Il y a aussi l'idée de, alors, je crois que Benjamin, toi, tu es en co-tutelle de ce que tu disais, mais voilà, à l'Université de Montréal, par exemple, les co-tutelles sont acceptées et il y a juste besoin de venir 1 an si vous êtes en co-tutelle. Moi, je suis pas venu en co-tutelle, donc moi, je fais toute l'expérience sur Montréal, mais voilà, c'est aussi des possibilités comme ça. Par rapport aux opportunités, ce que je voulais dire aussi, c'est, par exemple, moi, j'avais eu la chance de faire partie de l'élaboration d'un protocole pour la subvention du PHRIP, là, en France, du programme hospitalier de recherche infirmière. Et ça a été un sacré levier pour moi pour, après, demander un financement de mon doctorat auprès de mon établissement de santé mentale à Bordeaux, donc le centre hospitalier Charles Perrins. Aussi, il y a quelque chose, je pense qu'on sait pas trop, que moi je ne savais pas forcément non plus, mais c'est que en francophonie, mais aussi en Amérique du Nord, il y a 2 types de doctorats, hein. Il y a un doctorat clinique, mais il y a aussi un doctorat académique. Donc ça, c'est les chemins qu'on a pris avec Benjamin, c'est-à-dire académique, on- on- on est formé à être professeur et chercheur, hein, en sciences infirmières. Mais il y a aussi des doctorats cliniques qui n'ont pas la visée philosophique, on va dire, mais quand même en sciences infirmières. Donc, c'est peut-être aussi des modèles dont on pourrait s'inspirer pour développer des choses en France par rapport à ça. Euh, voilà. Et la dernière petite chose que je voulais dire, c'est que par rapport au futur en France, je pense que l'idée, c'est d'être innovant aussi, de prendre le lead, hein, comme disait vraiment Benjamin, l'idée, c'est de s'émanciper, de s'éloigner du modèle biomédical et de cette emprise biomédicale, hein, qui est quand même encore très présente en France par rapport à ça. Et ça va se faire grâce à des parcours tout aussi variés, universitaires en sciences infirmières, qui vont un peu prendre le lead au niveau des universités, mais aussi au niveau politique, hein. C'est important qu'on soit là, qu'on soit présent et qu'on voilà, et qu'on puisse prendre les décisions pour nous, pour notre profession. Après, il y a aussi des choses, même s'il faut se saisir de ce qui se passe en francophonie, je pense aussi qu'on peut se servir de ce qui ne fonctionne pas aussi. Moi, je le vois très bien, par exemple au Québec, qu'il y a un gros gap entre la clinique et l'académie, hein. Voilà, donc c'est peut-être des choses sur lesquelles on pourrait travailler pour pas les reproduire, justement, pour qu'il y ait un lien, hein. Et c'est vrai que travailler sur l'histoire des sciences infirmières, de comment la discipline s'est construite, c'est vraiment pertinent et intéressant. Moi, j'ai découvert ça là en faisant le doc, mais ça explique quand même beaucoup de choses et pourquoi on n'a peut-être pas pris le bon chemin dans les années 60-70 finalement, et qu'il y a des nouveaux courants qui existent, que ce soit des courants critiques ou même tout simplement pragmatiques, hein, d'utilité pour la profession, qui peuvent être des courants qui peuvent nous aider aussi à monter les choses. Voilà. Et ce que je dirais aussi, c'est la thèse par article, mais même avant d'arriver à la thèse, n'hésitez pas à vous lancer dans l'écriture, même si c'est des articles expérientiels. Si vous avez à un moment donné une volonté de parcours doctoral, ça va vraiment être un gros plus pour vous pour des demandes de subventions. Voilà. Et je finis, et mes dernières petites choses, c'est bien se renseigner si vous voulez faire un parcours doctoral. Moi, c'est pas une sensibilité que j'avais, mais que je conseillerais maintenant à toutes les personnes qui veulent avoir ce parcours, c'est de se renseigner sur l'université où ils vont.
c'est-à-dire sur la culture. Surtout en francophonie et en Nord-Amérique, on va dire que les universités ont leur empreinte, leur philosophie de soins infirmières, et vraiment de se renseigner sur ces philosophies-là, si ça correspond aux nôtres, si c'est ce chemin-là qu'on va emprunter. Et voilà, et se saisir un peu et de se renseigner un petit peu de différentes universités qui existent. Voilà, c'est le dernier petit conseil que j'aurais à donner. Et merci beaucoup encore pour tout. En tout cas, oui, j'allais t'arrêter, Vincent, parce que j'espère bien, je me suis dit, il est en train de nous spoiler, parce que j'espère bien qu'un jour, je vais pouvoir te poser des questions à toi aussi sur ton parcours. Donc, j'étais en train de me dire, il ne faut pas qu'il nous dise tout là maintenant, tout de suite, qu'il reste des choses pour quand ce sera lui à la place de Benjamin aussi. En tout cas, merci pour tout ça, parce que c'est vraiment important et ça complète vraiment, ça vient vraiment compléter ce que Benjamin vient de nous dire. Alors, je vois qu'il y a Lydienne qui a levé la main pour une question. J'ai juste mis sur le chat, vu qu'on parle beaucoup du Canada, il y a l'Université Paris 8 qui a invité ses doctorants, même ceux qui font des masters aussi, à participer à une journée demain à l'ambassade du Canada. Donc, il y a 14 universités québécoises qui seront présentes. Je vous ai mis le lien. Donc, voilà, pour cliquer. Ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'il n'y avait rien en santé. Voilà, ils ont mis à l'exception de la santé. Mais il y a vraiment des universités, c'est très, très intéressant. Donc, par contre, il faut cliquer pour pouvoir s'inscrire et c'est toute la journée demain. Voilà. Je vous ai mis le lien sur le chat. Merci, Liliane. Merci beaucoup. Il y a une question de Marie. Oui, bonjour à tous. En fait, bon, c'est pas vraiment une question, c'est plus voilà, une volonté d'échange. Je suis cadre de santé. Mon parcours, c'est que je suis infirmière de psychiatrie, donc je suis pas ISP puisque je suis DE, mais on va dire, j'ai travaillé longtemps avec des ISP et j'ai choisi de faire la formation de cadre de santé parce que je viens d'un hôpital un peu de campagne, pour rebondir sur ce que vous disiez. J'ai hésité un certain temps avec la formation d'IPA en psychiatrie santé mentale. Et finalement, bon, j'ai opté pour le cursus de cadre de santé, puisque moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté pédagogique aussi dans la formation cadre de santé. Et parce que j'avais aussi déjà un master 2 en sciences de l'éducation. Et en fait, bon, j'ai travaillé pendant mon année de master 2 en GRH, du coup, puisque c'était du management. À la faculté de Marseille, j'ai travaillé sur la question de l'implantation des IPA de psychiatrie santé mentale dans le paysage institutionnel à l'heure actuelle, comme un nouveau métier, et surtout le questionnement de la collaboration ou pas avec le cadre de santé. Et ce sujet m'intéresse bien. Donc, le mémoire que j'ai fait était vraiment très intéressant et m'a apporté voilà, des connaissances en termes de recherche aussi et de revues de littérature qui finalement n'est pas très étayée sur la question des IPA, surtout en psychiatrie santé mentale. Actuellement, ça commence un peu à s'étayer, mais sur l'implantation même, c'était pas trop étayé. Et donc voilà, moi, je suis intéressée par le parcours doctoral et par aller plus loin qu'un Master 2, par aller plus loin dans les sciences infirmières. Moi, le parcours a fait que j'ai obtenu un Master 2 en GRH, mais j'ai aussi un Master 2 en sciences de l'éducation. Donc, en fait, moi, je cherche à toujours avoir des connaissances et à aller plus loin. Mais j'avoue que dans cette institution de campagne où je suis, c'est pas facile et c'est pas très ouvert. Et là, on m'a proposé un poste de cadre de santé, mais pas en psychiatrie, donc c'est compliqué aussi. Donc voilà, c'était pour échanger, pour un peu venir dans votre réseau aussi, parce que ça m'intéresse, et pouvoir voilà, développer un peu les contacts, hein, parce que j'en ai pas trop. Et puis voilà, pourquoi pas, moi, m'inscrire dans ce parcours, mais je ne sais pas trop, donc j'ai bien entendu ce que vous aviez dit, hein. Et voilà, c'était pour vous faire partager ça et éventuellement me mettre à disposition pour des échanges ou des interventions que vous
ferez ou des rencontres. Je sais qu'il y a des rencontres à Lyon qui vont avoir lieu. Donc voilà. Oui, je rebondis, merci. Je rebondis là-dessus pour parler des rencontres qui auront lieu. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper sur les dates, 28-29 mars, c'est ça? Oui, c'est bon. 28-29 mars 2024. Tout ce qu'on se dit là, c'est vrai que la question de la rencontre, c'est extrêmement important. On le voit dans tous les parcours. Et parce qu'effectivement, c'est pas facile. C'est un parcours semé d'embûches pour nous, les infirmiers. Et vraiment, le fait de pouvoir s'appuyer là sur des personnes qui sont notamment déjà en parcours doctoral, qui sont donc déjà sur place, qui peuvent nous faire partager leur expérience, leur réseau. Se dire aussi comment on peut repenser comment est-ce qu'on se finance une année de doctorat sur des choses très très pratiques. Je pense que ça vous voilà, c'est important de se voir, de se donner l'opportunité d'échanger là-dessus. Moi, je retiens aussi les conseils de Benjamin et de Vincent qui sont d'écrire, que si on, parce que c'est vrai qu'on a tous, et moi la première, des travaux de master, de DU, etc., qu'on n'a pas forcément toujours publiés non plus. Et je pense que c'est un réel premier pas d'écrire, de publier, même si c'est pas forcément dans des revues référencées, mais d'avoir cette expérience-là pour après pouvoir aller vers ce parcours-là. Je dirais Marie, que c'est vraiment... oui, pardon, Yvonne, excuse, je croyais que tu avais fini. Excuse-moi. Vas-y. Je voulais dire à Marie que vraiment, elle pouvait s'inspirer des échanges comme des jeux de questions-réponses qu'on avait amenés là, parce que je crois qu'il y a plein de petits indices pour vous aider à cheminer vers cette idée de parcours d'études supérieures. Vraiment, vous avez tout à fait un profil à pouvoir aller plus. Après, vous allez voir, vous êtes à des carrefours, il faut prendre des décisions. Moi, en attendant, vous êtes la bienvenue à la DERPSI. C'est important de se rassembler, de partager. Je crois que ce soit aujourd'hui Vincent qui a pris la parole ou moins derrière, on est dans ces parcours-là. On reste accessible, disponible. On n'a pas d'autre but que de nous fédérer toujours plus et il parlait de politique. Alors attention, quand on parle de politique en science, on n'est pas sur le Rassemblement national ou Emmanuel Macron. On est vraiment sur cette idée derrière d'aller porter une voix. Vous voyez, la DERPSI, la semaine prochaine, moi je suis invité au ministère de la Santé. Il y a un mois, c'était Yvonne qui y était en présentiel. Jean-Paul Langten, notre président d'honneur, il a été co-signataire à plusieurs reprises de communiqués dans lesquels on n'était que 10-12 organisations et dedans il y avait la DERPSI. Ça veut dire que vous voyez, on a une voix et derrière nous, on est dans ce combat aussi politique et de faire reconnaître enfin les infirmières et les infirmiers. Et désolé, je vais prêcher pour ma paroisse, aussi ceux qui travaillent en psychiatrie, parce qu'on a quand même été un peu la dernière roue de la dernière roue du carrosse à bien des égards. Voilà. Donc Marie, vraiment, n'hésitez, mais absolument pas. Je veux dire, aujourd'hui, si ce webinaire aujourd'hui et dans ces rediffusions derrière, il permet à d'aller vers ces parcours-là, pour nous, c'est gagné aujourd'hui. Voilà. Complètement. Je peux que aller dans ton sens, Benjamin. Et je vais passer la parole à Jérémy qui souhaitait prendre la parole. Bonsoir. Désolé, je vous ai rejoint en cours d'opération. Je suis un nouvel adhérent de la DERPSI, merci de m'avoir accepté. En fait, j'ai découvert votre association grâce à ma directrice des soins qui semble très, très, très intéressée par votre existence déjà et vos actions à venir. La question qui m'intéressait, c'est que finalement, lorsqu'on est docteur en sciences infirmières, quel rôle on peut avoir au sein d'une équipe en France? Comme je précise, vous avez peut-être répondu déjà à cette question-là, mais j'ai pris en cours, donc désolé. Non, et c'est très pertinent. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé dans notre jeu de questions-réponses. Est-ce que Jérémy, juste, je reformule, vous voyez, je ne fais pas le psy, je reformule juste pour être sûr d'avoir bien compris. C'est le rôle dans une équipe de soins, c'est ça, ou c'est une équipe? Alors, alors, je suis idéal et j'espère bientôt
commencé ma formation IPA. Alors, déjà, le positionnement IPA, comme disait Marie, en métropole, enfin, en France, c'est pas encore très, très développé. Et pour l'instant, au niveau de mon institution, on me demande limite de créer mon poste. Donc, finalement, j'ai découvert qu'on pouvait devenir docteur en sciences infirmières. Génial. Et je me dis, si demain je suis docteur en sciences infirmières, dans quel poste je peux me retrouver ou comment je travaille avec ça, en fait, simplement. Ça, c'est alors c'est un débat, mais vous imaginez pas, il traverse la planète, celui-là, puisque on a mis le Canada un peu comme ça, mais le Canada, il a aussi ses problématiques entre infirmières qu'on dit cliniciennes et les infirmières praticiennes, avec aussi ceux qui sont complètement dans la recherche, ceux qui sont gardés cette activité clinique. Il y a même des productions, des publications que j'ai travaillé moi dans mon année doctorale qui traitent de ce sujet qui est nommé l'anti-intellectualisme, parce que entre théorie et terrain, vous savez que cette articulation, elle est parfois complexe. Je crois qu'elle est encore plus dans notre champ des sciences infirmières, où on est quand même beaucoup sur notre expérience, ce qu'on appelle ces données empiriques qu'on a accumulées, qui sont extrêmement valorisées dans notre champ, et on a un peu tendance des fois à mettre la théorie un peu comme ça sur le côté. Et il y aurait un vrai rôle, je crois. Vous voyez, je vais parler au conditionnel parce qu'en France, aujourd'hui, ce n'est pas effectif. Il y a tellement peu de docteurs en sciences infirmières que ce n'est pas aujourd'hui effectif. Donc, si on se projette, qu'est-ce que ce serait intéressant d'avoir un membre de l'équipe qui serait, alors ça, là, je vais parler pour moi, mais qui serait un infirmier dans son équipe, avec, bien sûr, cette casquette PhD en sciences infirmières, et il y aurait... vous voyez, il ne faut pas raisonner en temps plein, quoi. Il y aurait cette multiple casquette et cette intégration des connaissances directement dans la pratique. Et je trouve, qu'est-ce que ce serait intéressant? Ce que j'ai peur, c'est que tous ces nouveaux docteurs PhD en sciences infirmières soient aspirés dans les universités et se retrouvent dans des postes de maître de conférences et de... en tout cas, moi, pour le coup, ça ne m'attire absolument pas, mais en même temps, comment construire? Je parle des maîtres de conférences dans l'université, de devenir professeur d'université en France aujourd'hui, mais en même temps, comment construire et ancrer les sciences infirmières si on ne devient pas des maîtres de conférences, si on n'est pas des professeurs, si on n'est pas dans les universités? Vous voyez, ça c'est un peu, Jérémy, vous avez mis le doigt sur mon dilemme interne du moment. Je ne peux pas vous amener une réponse directe parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la matière pour répondre à la question. Après, si il y a Dominique qui avait levé la main, je crois, au moment où vous parliez, vous posiez votre question, je pense que ça peut venir compléter la réponse ou alimenter le débat, le connaissant. Voilà. Alors, il y a Dominique à qui je vais passer la parole. Après, il y a Vincent. Je dis juste à Vincent que je pense que cette question-là, particulièrement si on fait un webinaire avec Vincent, ce sera intéressant de l'aborder parce que toi, tu es parti infirmier de service. Et du coup, comme tu es financé par ton hôpital, j'imagine que c'est une réflexion que tu as forcément. Je passe la parole à Dominique. Bonjour. Le rapport Berland n'imagine pas quelque chose au niveau des doctorats d'indépendant de la recherche médicale. C'est-à-dire, c'est une recherche, certes, je ne sais pas comment on dit, de la recherche médicale. Les gens qui ont écrit le Conseil des universités différencient l'exercice clinique professionnel de la recherche. Les deux voies qui deviennent différentes. C'est ce que racontait Chantal Aymar il y a 2-3 ans quand elle est devenue chercheuse reconnue, elle a cessé d'être infirmière. Donc du coup, ça exclut la possibilité d'être docteur et d'être sur le terrain. Vincent, tu veux... Voilà ce que... Donc, ça construit. En gros, c'est à construire, quoi. Et les gens qui seront sur le terrain qui devront construire, tailler la route à la machette, les infirmiers l'ont toujours
fait. Ça coupe un peu, Dominique. Ouais, je suis désolé, Domi, j'ai pas entendu la fin, moi. On a compris que c'est à construire, en tout cas, et que c'est ceux qui vont revenir sur le terrain qui vont créer ces nouveaux postes. Ouais. Non, mais il a parfaitement Si j'ai raison. bien- Aujourd'hui, c'est ce qui si est à j'ai l'œuvre bien sur compris. le terrain. Je disais, c'est des docteurs qui vont construire. C'est à construire. Ouais. En tout cas, il faut éviter ce qu'on peut voir au Canada. Ouais, ça, on l'aura retenu. Donc, si j'ai bien compris l'intervention de Dominique, excusez-moi, il disait donc, du moment où on passe du côté doctoral, on oublie quelque part le côté terrain infirmier, c'est bien ça? Je ne suis pas sûre, parce qu'il y a des gens qui ont des doctorats, pas forcément en sciences infirmières, et qui sont infirmiers. Après, voilà, je pense qu'on va passer la parole à Vincent, qui va pouvoir peut-être compléter ça. Oui, bah, juste rapidement et pour pas trop spoiler pour la prochaine fois, apparemment, ou une autre fois, mais il y a des modèles là qui se créent beaucoup d'innovation justement de professeurs cliniciens qui gardent un pied en clinique et qui vont faire de la recherche et de l'enseignement en fonction de ce qu'ils préfèrent faire à côté aussi. Là, moi, juste pour vous dire, justement comme disait Yvonne, comme j'ai eu un financement pour ma première année de mon établissement, on est en train de commencer à construire comment je vais pouvoir revenir une fois que j'aurai le doctorat. Voilà, moi, la clinique est importante pour moi et donc là, moi, on est en train de voir comment on pourrait construire avec l'Université de Bordeaux, le CHU de Bordeaux, auquel on est rattaché avec mon centre hospitalier, des modèles un peu équivalents, alors pas forcément exactement les mêmes, mais PUPH peut-être des médecins psychiatres, c'est-à-dire avec une bi-appartenance, donc parce que moi j'aimerais vraiment rester dans les services auprès de mes collègues et continuer à rencontrer des personnes vivant avec un trouble de la santé mentale et aussi faire, moi j'ai un focus très recherche et peut-être un peu d'enseignement, mais c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, tout est à construire aussi, et donc il faut se saisir aussi de ces innovations possibles. Voilà. Et dans tous les cas, on peut être clinicien tout en ayant un doctorat. Ça n'oublie pas tout. Merci. Je passe la parole à Jean-Paul. Juste, Yvonne, juste pour rebondir, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Il y a beaucoup de choses à construire demain et on ne peut pas en permanence dire qu'il n'y a pas de culture infirmière de la lecture, il n'y a pas de culture infirmière pour la recherche, il n'y a pas de culture infirmière pour les données probantes ou les autres données issues d'autres méthodologies de recherche. Si on n'invente pas, ce que tu disais, cette mixité où vous avez des professionnels, oui, PhD, mais qui sont aussi des soignants dans le même temps et qui partagent au quotidien dans les équipes cette culture-là. Vous voyez, dans ces temps qu'on sait sacrés, quoi, ces temps informels, de la tisanerie, en passant par la salle de trance, en passant par la réalisation de soins en commun, quoi. Je ne parle pas des réflexions, même si aujourd'hui on a anéanti ces espaces de réflexion dans nombre d'endroits, on a ces espaces de réflexion. On pourrait partager si on imaginait que parmi nous, on a un de ces PhD, anciennes infirmières, qui bosse avec nous. Ce serait une plus-value. Et imaginez qu'on a en plus le médiateur pair, le PhD à côté, l'espèce d'équipe qu'on va dessiner demain. Moi, je trouve que ça donne de l'optimisme. Rien n'est figé, mais l'intervention de Dominique est fondamentale et la vôtre, Jérémy. Vous avez vu un peu la panique que vous avez mis dans le chat. Pardon, Merci. Jean-Paul. Oui, je crois qu'il y avait Jean-Paul qui souhaitait intervenir. Oui, sur la question des doctorats, qui sont souvent des parcours individuels, parce que ceux qui soutiennent des thèses, jusqu'à présent, c'est quand même pas facile de revenir une fois qu'on a un doctorat dans un hôpital ou son service. Il n'y a pas de statut pour pouvoir accueillir. Et s'il y en a quelques-uns qui arrivent, la plupart, il y a un tel écart entre le cheminement qu'ils ont fait. Je parle des doctorats qui ont été faits dans des disciplines d'hébergement ou des disciplines connexes, pas en sciences cliniques infirmières. Et effectivement, finalement, ils finissent à l'extérieur de la profession et c'est souvent une perte de compétences pour la profession. Et c'est vrai aussi en France, il y a eu
Je pense à Philippe Delmas, qui est maintenant à la source. Il décrit très bien la difficulté de son parcours. Après avoir été master, il est revenu il s'est expatrié 3 ans à Montréal, il a fait son doctorat, il est revenu sur des établissements en France, il n'a pas pu trouver, et les compétences, elles sont parties en Suisse. Donc c'est aussi une difficulté pour construire la discipline, pour construire la profession, de ne pas pouvoir retenir ses compétences effectivement au niveau du soin. Mais on le voit, et c'est un peu l'objet du webinaire de ce soir avec Benjamin, avec Vincent, Stéphane, Jean aussi, qui demain il y aura de nouvelles possibilités, une redistribution. Vincent, c'est un parcours original au niveau du montage de ton doctorat avec une prise en charge d'un EPSM, c'est quand même extrêmement rare. Et aujourd'hui, à ma connaissance, il y a Jean Lefebvre-Utile qui a aussi eu son doctorat financé par la PHP grâce au travail qu'avaient fait les collègues au niveau de la recherche infirmière. La PHP, à ce jour, a financé 11 doctorats, dont un en psychiatrie, le parcours de Jean, qui était un doctorat en éthique. Mais maintenant, il a bien l'intention de revenir aussi sur un doctorat en sciences infirmières, je crois. Merci pour ça. Moi, je vais prendre juste 2 minutes. Je ne sais pas si tu pourras me répondre en 2 minutes, Benjamin, mais sur les échanges qu'on avait eus, moi, c'est vrai qu'il y avait vraiment cette idée… Ah, pardon, Lydiane, vous aviez vous vouliez réintervenir ? Juste pour faire suite à ce qui se dit, on est en train de… alors moi-même, je suis doctorante en sciences de l'éducation, dont je vais entamer ma 4e année. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire une césure, parce qu'on est en train de construire au sein de notre établissement, justement… un axe fort de la recherche, et on a un professeur, on est vraiment en train de se battre pour avoir sur le côté recherche en soins une autonomie, parce qu'on s'est quand même rendu compte que du coup les médecins veulent coordonner aussi la partie recherche en soins. Et je suis assez contente parce que notre directrice de l'établissement, mais elle n'en démord pas, voilà, elle veut vraiment que le volet recherche en soins soit vraiment piloté par les paramédicaux, et du coup travailler plutôt en collaboration avec le centre de recherche et les médecins. C'était juste pour voilà, faire ce témoignage-là sur ce parcours qui reste quand même très, très compliqué. Bien sûr. Alors du coup, moi, c'est vrai que la question que j'avais, c'était ce dont on a parlé, hein, la question un petit peu d'épistémologie aussi, de dire, ben là, ça fait le lien, vous dites que vous faites un parcours doctoral en sciences de l'éducation. Quel intérêt, finalement, de faire un parcours doctoral en sciences infirmières plutôt que de prendre, comme disait Jean-Paul, une discipline d'hébergement, puisque, comme on disait, finalement, dans les méthodologies, on ne va pas seulement faire appel à des modèles infirmiers quand on fait de la recherche infirmière. Donc, pourquoi pas plutôt un doctorat de sociologie ou de philosophie. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de ça, Benjamin ? Là aussi, c'est une question qui demande quelque part de se positionner, hein, parce que on a affaire à différents courants qui défendent des visions plutôt puristes des sciences infirmières, d'autres plus ouvertes. Moi, je crois qu'il faut aller vers son objet de recherche, bien formuler ses questions de recherche et derrière affiner une méthodologie, appeler aussi des méthodes d'enquête, et pour lesquelles peut-être des fois on va aller emprunter à d'autres disciplines des outils, des méthodes qui ont été construites et qui sont complètement pertinentes en lien avec des questions de recherche, un objet de recherche, mais qui, lui, s'inscrit pleinement dans notre discipline. Je peux prendre, je vais parler pour moi, par exemple, je suis sur une recherche historique, mais je m'intéresse à l'histoire infirmière, je m'intéresse à l'histoire donc ancrée dans ma discipline. Je vais reproduire des savoirs historiques dans le champ de la discipline infirmière. Il est
logique, donc je sois inscrit déjà dans ce champ disciplinaire-là, mais pour autant, dans la méthodologie que je vais déployer, je l'emprunte déjà aux sciences humaines, à l'histoire, et pour complexifier, tu vois, la chose encore plus, ma méthode d'enquête, je l'emprunte à la sociologie, ça s'appelle le récit de vie, et le récit de vie, je vais le croiser avec un outil qui vient des sciences humaines de l'histoire, avec l'exploitation des sources institutionnelles. Est-ce que pour autant, je suis dans un conflit et une tension épistémologique au creux de mon étude? Mais pour ma part, et là, je peux m'adosser à de multiples littératures infirmières. J'ai partagé avec toi l'excellent écrit et publication d'Amélie Perron et de la professeure Nazo sur le sujet. Moi, je pense qu'on reste pertinent d'un point de vue épistémologique à partir du moment où on est cohérent avec son objet de recherche et bien sûr les questions de recherche qui sont amenées. C'est quelque part choisir la bonne lentille. Et la bonne lentille, on ne la trouvera pas toujours dans la manette des sciences infirmières, et quand on crée un cadre de référence, on n'est pas toujours sur des théories ou des modèles infirmiers. Pour ma part, je m'intéresse à l'empowerment. Et moi, je suis allé chercher une approche conceptuelle de l'empowerment dans la psychologie communautaire, parce que c'est là qu'il y avait les travaux, à mon sens, les plus pertinents sur le sujet, et les mieux définis. Certains puristes en sciences infirmières vous diraient que aller là-dedans, c'est éclater, morceler tout ce qui a été patiemment construit, établi des sciences infirmières, à sachant qu'au départ, ça a été construit pour s'éloigner aussi des sciences médicales. Et à force de vouloir faire entrer des ronds dans des espaces carrés, à un moment donné, ça bloque, ça coince. Voilà, ça c'est la vision et que je partage avec des professeurs bien plus brillants que moi sur le sujet. Et je faisais appel, par exemple, à Amélie Perron qui parle du pluralisme, hein, un paradigme du pluralisme ouvert qui convoque les autres disciplines et qui utilise et qui mobilise les outils les plus pertinents, même quand ils sont extraits d'autres disciplines. Merci beaucoup pour ta réponse. Je retiens vraiment la question de l'objet de recherche et de cette ouverture, je pense, qui est nécessaire. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur les méthodologies et les façons dont on va analyser tout ce qu'on a pour répondre à nos questions. Dominique ? Dominique, t'as pas le son, Dominique, t'as pas le son. Merci Vincent pour ta référence, que je vais vite récupérer aussi. Dominique ? On n'entend pas Dominique. Alors, les travaux des différents intervenants seront-ils disponibles sur un espace document via le site de la DERPSI? C'est une bonne suggestion. Qu'est-ce que c'est, Yvonne? Je n'ai pas entendu. Est-ce que les travaux des différents intervenants seront disponibles sur un espace document via le site de la DERPSI, c'est-à-dire les publications? Alors après, les publications, ça peut être compliqué parce que parfois elles sont pas forcément, on peut pas forcément les rendre publiques, mais en tout cas peut-être que ça c'est quelque chose auquel on pense, d'avoir une réelle bibliographie des adhérents, des intervenants, peut-être de façon pratique. Et puis moi je me dis même parfois les travaux de master, les différents travaux que vous pouvez nous partager aussi de vos thématiques. Ce sera intéressant d'avoir sur le site. Dominique ? Ce sera fait, ouais. Merci. Alors, si je puis intervenir, en fait, pourquoi je pense à ça? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il serait intéressant pour nous. Je disais que les sciences infirmières, je crois qu'au Canada, on parle de sciences du nursing et pas de sciences infirmières. D'accord. Comment? Je crois que Dominique dit on parle de sciences du nursing. Oui, je disais que sciences infirmières. Si je me rapproche. Ouais, c'est bon là. Oui, c'est bon. Vas-y. Ah, on t'entend plus, Dominique. On t'entend plus, Dominique. Alors, est-ce que c'est vrai, ceux qui sont au Canada, est-ce qu'on parle plus de sciences Non. Vous entendez parler de sciences infirmières aussi? Par contre, il y a des débats
histoire. Ah, pardon, mais ça, vas-y. Non, je voulais juste dire, à l'Université de Montréal, c'est carrément, on a une faculté, hein, c'est l'une des rares, mais c'est une faculté des sciences infirmières. D'accord. Okay. Puis nous, on est à l'école des sciences infirmières. Le terme est employé. Par contre, dans mon unité, c'est un vrai débat, en fait, épistémo sur histoire du nursing et histoire infirmière, en fait. Histoire infirmière, amenant avec toute la réflexion de Dominique Friard sur l'épistémo qui fait référence à une profession, quoi. Est-ce qu'on parle voilà, de sciences des bouchers, sciences des charcutiers, il le vulgarise comme ça, mais c'est tellement bien amené, je trouve, cette vulgarisation sur le sujet. Ben non, et c'est une histoire de traduction quelque part qui passe pas. Vous voyez, c'est ces anglicismes en fait qui ont leur valeur que dans leur anglicisme et qui le perdent complètement dès qu'on fait une traduction derrière. C'est ce que je défends moi pour l'empowerment, par exemple. Pour moi, il n'y a pas de véritable traduction d'empowerment. Je le sais, il y en a 1000, quoi, mais elles ne sont pas efficaces, à mon sens, d'un point de vue conceptuel. Et bien, pour infirmier, science infirmière, ben, ouais, ça sonne mieux en disant science du nursing. Ouais, c'est vrai. Je vois qu'il y a Monique qui met dans la discussion que la psychiatrie est au croisement de tous ces champs disciplinaires. Ça me paraît plus intéressant de travailler sur les sciences du soin. Et dans ces cas-là, les sciences du soin, elles sont ouvertes. Elles sont beaucoup plus ouvertes. Bon, c'est pas grave. C'est juste qu'on t'entend pas bien, Dominique, en fait. C'est juste ça le problème, en fait. Ce que tu dis doit être super intéressant, c'est frustrant, mais on t'entend un mot sur deux, c'est trop frustrant. Mais je pense qu'on pourra consacrer tout un webinaire à Dominique sans souci. C'est un mois qu'il faut consacrer à Dominique. On prévoira plusieurs heures. Je crois qu'il y avait juste Jérémy qui souhaitait rajouter quelque chose, peut-être. Oui, pour revenir sur l'idée de la page de documentation, parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il serait intéressant pour nous tous d'avoir cette expérience d'écriture. Peut-être que vous pourriez être le tremplin pour nous dans cet exercice. Et donc... Alors oui, après, on n'a pas encore, peut-être qu'un jour ça viendra, on n'a pas encore pour l'instant l'ambition de faire de la publication, mais bien sûr qu'un jour ce sera peut-être le cas, je l'espère, qu'on deviendra un comité de lecture. Après, c'est vrai que l'idée de publier, c'est aussi de confronter son écrit à une revue. Et je pense que au-delà de nous, on peut publier des écrits, etc. Mais ça n'a pas la même valeur et ce n'est pas la même démarche. Et je pense que cette démarche d'aller confronter son écrit à une revue, à des lecteurs, à des professionnels de l'écriture, c'est une démarche qui est importante à avoir aussi. Le lancement de l'assaut nous prend beaucoup de temps, en fait. Et c'est vrai que vous voyez ce que vous amenez, Jérémy. Au début, on se disait il faudrait amener des pros vers l'écriture, vers la publication, parce que c'est évident, quoi. Ça passe par là, mais ça demande beaucoup de temps d'accompagner des personnes à écrire. Donc aujourd'hui, on ne l'a pas. Par contre, on a du réseau. On a aussi d'autres biais qui peuvent être, alors c'est pas de la publication, mais vous voyez les posters sur des congrès, ça peut être une opportunité aussi de faire connaître ces travaux, et puis derrière peut-être aller vers une publication, c'est pourquoi pas, hein. Dominique, tu veux parler? Non, qui c'est qui essaie de parler? Je ne sais pas. Voilà, du coup, je rebondis là-dessus. N'hésitez pas, le poster, par exemple, ça c'est clairement quelque chose qui peut... moi, le poster, ça a été ma première communication. Donc voilà, il y a la possibilité, on va ouvrir l'appel à poster pour les rencontres dans les jours qui viennent. Et n'hésitez pas à proposer un poster, déjà, communiquer aussi à l'oral, c'est quelque chose qui est possible, proposer des communications. Aujourd'hui, il y a plein de congrès, de rencontres qui donnent l'opportunité de pouvoir communiquer sur ce qu'on fait. Et c'est des opportunités qui sont importantes, je pense, à saisir. Voilà, c'est 19h30. Je crois que si ça convient à tout le monde, on peut s'en arrêter là. Sauf si quelqu'un avait un dernier mot, c'est bon. Merci beaucoup, vraiment, Benjamin, pour ce partage d'expérience. C'était vraiment très, très, très enrichissant, très apprenant.
aussi. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci pour ces échanges qui ont été riches. N'hésitez pas à partager aussi le lien de ce webinaire. Je pense qu'il peut servir à plein de monde, qui peut ouvrir des perspectives aussi à plein de personnes. Merci à Céline pour l'organisation technique de ce webinaire. Et puis, du coup, ça nous a permis aussi de nous dire qu'on allait avoir encore plein de webinaires à faire, à proposer sur vos parcours qui m'ont l'air tous aussi intéressants les uns que les autres. Je rappelle les prochaines rencontres le 28 et le 29 mars 2024. On vous y attend, on sera heureux de vous rencontrer là-bas. Et l'appel à poster, bientôt, n'hésitez pas à nous faire part de tous les travaux que vous avez. On sera heureux de les partager et de leur donner un espace pour qu'ils soient vus et connus, en tout cas. Alors, on n'a pas parlé du prochain webinaire, mais je vais de l'apprendre, Yvonne, mais je crois que ça va être toi, hein, là, le prochain. Pas forcément, non. Il faut qu'on en discute. Hein. Moi, je pense que là, j'étais bien. J'avais une autre idée. On va en discuter. On verra. Allez, super. Merci à tous les participants. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci à tous. Au revoir.